Nous allons passer à la séance de questions-réponses et je pense qu'on aura plein de choses à évoquer. Alors, je vais commencer par une première question et elle s'adresse à vous, Jérôme. Quels critères doit-on regarder, et à vous également, Olivier, quels critères doit-on regarder quand on veut investir en SCPI ? On va peut-être tous se compléter là sur ce sujet-là. Parce qu'il y a des professionnels ici de la SCPI. Il y a plusieurs critères à regarder. Il y a la capitalisation, donc c'est la taille de la SCPI, le nombre d'actifs. Il y a évidemment la qualité de la société de gestion, sa réputation, le nombre de fonds qu'elle gère, depuis combien d'années. Est-ce qu'on a des indicateurs qui nous laissent à penser qu'elle a une gestion active de son immobilier, parce que ça, c'est le nerf de la guerre. Après, il y a des choses un petit peu plus techniques, comme le taux d'occupation financier. Bon, ça donne un indicateur sur le patrimoine de la SCPI, le taux de vacances qu'il y a, et donc sur les prévisions de rendement futur. Et puis, il y a des choses encore plus techniques, comme le report à nouveau, etc. Et puis, des choses des fois un peu moins visibles, c'est la durée moyenne résiduelle des baux. Ça, c'est intéressant. Parce que quand vous investissez, par exemple, en immobilier de santé, et notamment à l'étranger, vous avez des baux qui sont bien plus longs que les baux français. Donc, quand vous avez un bail de 20 ans ou de 25 ans, évidemment, vous avez une sécurité sur vos rendements futurs qui est bien plus forte que ce que vous avez aujourd'hui, par exemple, sur des baux classiques 369 en bureau. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, Jérôme parlait de la capitalisation. Il ne faut pas oublier que le problème de l'investissement immobilier, c'est la liquidité. Tout le monde investit à long terme, mais par contre, on peut avoir, au bout de 5 ans, au bout de 6 ans, besoin de liquidité. Et là, il y a une stratégie à avoir dès la souscription pour se garantir une meilleure liquidité. Comment se vend aujourd'hui une SCPI ? C'est assez particulier. Vous avez un vendeur peut vendre à condition qu'il y ait un acheteur en face. Ça veut dire que la SCPI doit avoir une collecte nette positive. On a eu dans le passé des SCPI qui n'avaient pas de collecte nette positive et donc avec des investisseurs qui pouvaient rester scotchés pendant 12-18 mois parce qu'il n'y avait pas de contrepartie en face. Donc, d'où l'importance de diversifier sa SCPI. Quand on a 5-6 SCPI sur des thématiques différentes, évidemment, en fonction de l'évolution de marché et de l'évolution aussi des SCPI et des sociétés de gestion, on va dire qu'on minimise ses chances d'avoir 5 accidents industriels en même temps. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis après, je dirais un dernier sujet, c'est la part européenne de l'investissement dans les SCPI. Pourquoi ? Les rendements qui vous sont donnés sont des rendements nets de fiscalité. On sait qu'en France, l'immobilier, c'est, je pense, l'actif le plus taxé. Entre votre tranche marginale d'imposition et puis les prélèvements sociaux, si vous êtes dans une TMI à 30, votre imposition, c'est à peu près 50%. Les investissements qui se font à l'étranger sont taxés à la source. Et donc, vous avez un système qui évite la double imposition. Alors, je ne rentre pas dans le détail du calcul parce que c'est très compliqué, ça dépend aussi des pays. Mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que plus votre tranche marginale d'imposition est forte, est élevée, plus vous avez un intérêt à investir à l'étranger. Et pour vous donner une illustration en termes de gain de rendement, entre une SCPI française et une SCPI étrangère, sur une TMI à 30, c'est plus d'1 point de rendement net au final. Donc, quand on part sur un rendement de 4 à 4,5 brut, 1 point de rendement net de différentiel, c'est extrêmement important. Guy, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, j'aurais ajouté quelque chose. Bon, Olivier a été très précis et technique et je souscris complètement. Il y a aussi une question de principe. Parce que quand on va vers des SCPI européennes, on est en train de faire autre chose. Il faut savoir qu'on est dans un immense paradoxe en France actuellement parce qu'on fait toujours cocorico, France, terre d'investissement. Sauf que quand les Allemands achètent chez nous, quand les Américains achètent chez nous, et donc on est très fiers, finalement, nos loyers ou nos dividendes d'entreprise vont financer les retraites des Américains, des Allemands, des Japonais et maintenant des Chinois. Alors que si on va, au travers de SCPI, par exemple, acheter des immeubles en Allemagne ou en Irlande, ce sont des entreprises irlandaises ou allemandes qui vont contribuer à nos revenus complémentaires pour la retraite. Et c'est important. C'est une notion à avoir en tête. Alors, justement, Guy, comparons un peu l'immobilier
aux autres actifs, est-ce que l'immobilier, et je poserai la question également à Olivier, l'investissement immobilier reste-t-il un des meilleurs placements? C'est une question posée par l'un des internautes. Alors, le concept de meilleur placement est vraiment un concept un peu paradoxal. Et alors, sans faire ici le discours de la méthode, hein, il a déjà été fait. D'abord, on s'aperçoit que dans le temps, tout placement a eu ses périodes de souffrance ou ses périodes de bonheur. Et vous pouvez prendre la bourse, vous pouvez prendre l'immobilier, vous pouvez prendre l'or. On n'a pas beaucoup de temps, mais je pourrais vous citer, par exemple, la performance de l'immobilier entre 1914 et 1948. Et pour différentes raisons, essentiellement politiques, ça n'a pas été bon. Alors que, en gros, de 1950 à aujourd'hui, l'immobilier était fantastique. La bourse a eu ses très bons moments, ses mauvais moments. Donc, le concept de meilleur placement pour un investisseur dépend énormément de sa vie, de ses périodes d'entrée, de sortie, etc. Cela dit, c'est l'un, on va dire, des placements incontournables et en ce sens un des meilleurs placements. Je vois mal comment on pourrait ne pas avoir dans un patrimoine à la fois de l'immobilier et à la fois des entreprises. Notamment parce que les réactions de l'un et de l'autre ne sont pas toujours les mêmes au même rythme. Hein. Mais c'est un bon placement, allons-y. Olivier? Déjà, c'est le seul placement qu'on peut financer à crédit. Vous n'achetez pas des actions à crédit. Donc, quand on a une capacité d'épargne, et je pense que c'est vraiment important et c'est le message qu'on martèle aux investisseurs, c'est garder votre cash et utiliser votre capacité d'endettement et utilisez-le pour l'investissement immobilier. Après, il y a une deuxième raison pour laquelle l'investissement immobilier reste en fait un des placements les plus intéressants, c'est qu'il est sécurisant. Alors, il peut être faussement sécurisant parce qu'il y a eu des crises, mais elles ne sont jamais aussi violentes que ce qu'on a sur les marchés actions. Vous n'avez pas un crack de 15%, comme on a pu connaître au moment du Covid, sur le marché immobilier. Donc, vous avez, je dirais, cette sécurité affective que vous n'avez pas sur des placements financiers. Question très précise à présent. Quelle est la fiscalité des SCPI barème IRPP plus prélèvement social à 17%, point d'interrogation. Merci. Voilà. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que je parlais des critères à regarder avant d'investir. Le critère fiscal est fondamental. Quand vous êtes imposé dans une tranche marginale d'imposition à 30%, achetez des SCPI à dominante européenne. Une SCPI à dominante européenne qui a un rendement facial inférieur à une SCPI française aura un rendement net d'impôt bien supérieur. Donc ça, c'est à avoir en tête. C'est pour vous, c'est de là, Jérôme. Est-il envisageable d'investir dans une SCPI spécialisée santé sur une durée de 5 ans? Alors, la SCPI de santé, comme les autres SCPI, sont des produits pour lesquels les sociétés de gestion vous conseillent d'avoir une durée de détention qui est au moins minimum de 9 ans. Donc, il n'y a pas de spécificité sur l'immobilier de santé qui fasse que ce conseil-là ne s'applique pas. Quelle typologie d'actifs risque d'être délaissée compte tenu de vos critères ISR? C'est une bonne question. Il y a ce qu'on imagine tous, que j'ai décrit tout à l'heure. Il reste les performances environnementales des bâtiments qui sont un vrai sujet. Le parc français et même européen d'immobilier de santé, il y a une grande partie qui a été construite dans les années 80, qui aujourd'hui, si elles n'ont pas été améliorées et mises au goût du jour, ne seraient pas retenues dans le cadre de notre politique d'investissement. J'ai une autre question, alors qui fait écho à l'actualité, une actualité un peu sulfureuse. Après le scandale Orpea, le secteur apparaît quelque peu sensible malgré les besoins cruciaux en la matière. Envisagez-vous de louer des murs à des établissements de soins à destination de personnes fragiles, notamment âgées?
Oui, complètement. C'est un incontournable démographique de la santé et du rôle qu'ont les investisseurs privés aussi sur ce besoin qu'il y a en santé. Je n'ai pas trop développé dans l'introduction, mais les besoins en immobilier de santé, en infrastructure en Europe, dans les principaux pays de la zone euro pour les années à venir, c'est de l'ordre de 80 milliards d'euros. Donc il n'y a aucun gouvernement qui a ça dans les caisses. En France, aujourd'hui, pour les EHPAD, le budget pour les rénover était de 200 millions par an. Il est passé, suite aux dernières actualités, à 300 millions d'euros par an. Ce n'est pas à la hauteur de la problématique. Il y a donc un vrai rôle pour les investisseurs privés institutionnels dans les besoins qu'il y a sur tout le territoire européen en santé. Et là-dessus, on a effectivement un rôle à jouer. Du coup, je suis écarté de la question. C'était. En fait, c'était. Est-ce que vous envisagez de donc, louer effectivement, les seniors, voilà. Pardon, je suis prêt à m'excuser. Les seniors, effectivement, sont au cœur d'une politique de santé. Dans la CPLF Avenir Santé, et ce bien avant d'ailleurs le scandale qui a pu avoir lieu sur le groupe Orpea, il avait été décidé, et j'en ai parlé tout à l'heure, voilà, d'avoir un produit complémentaire par rapport aux SCP existantes qui, elles, sont très axées sur les EHPAD, et donc de ne pas en faire le cœur du moteur de la stratégie d'investissement. On pourra toutefois, dans la logique cœur de ville, ce qui est rare en EHPAD, c'est aussi pour ça que c'est quelque chose que nous, on ne privilégiera pas, un EHPAD qui serait bien situé, pour lequel il y aurait effectivement une gestion du locataire qui nous semble saine, avec une localisation qui a une valeur inhérente de par sa localisation, investir dans des solutions de personnes âgées type EHPAD. Et juste pour être exhaustif, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on se regarde de très près les solutions pour personnes âgées, mais nouveaux usages que sont le co-living senior et la résidence senior. Et ça, oui, clairement, ça fait partie du cœur de cible de la stratégie d'investissement. Bon, on a bien compris. Et Guy, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, il y a quelque chose qui me démange et que j'aimerais ajouter. C'est qu'en fait, on a aujourd'hui un vrai problème de société. C'est que notre société, enfin, disons, l'allongement de la vie, qui est d'abord une très très belle nouvelle, d'abord, est un phénomène tout à fait nouveau historiquement. Et notre société est en train d'apprendre à le gérer. Et le scandale Orpea, à cet égard, est très très intéressant parce qu'il y a eu sans aucun doute des débordements. Et tout de suite, il y a une sanction financière par la bourse extrêmement brutale et peut-être ensuite par la justice. Autrement dit, au moment où nous sommes en train d'aller vers un nombre de plus en plus âgé, de plus en plus élevé de personnes âgées, au moins, dès le début, il y a une petite crise et ça va nous permettre d'aller dans une meilleure direction. Et l'autre point sur lequel je voudrais insister, c'est que quand on parle par exemple de transition écologique, on s'aperçoit, bon, il y a des discours et il y a de la réalité. Or, il faut savoir que les acteurs de l'immobilier en France, comme dans certains pays, sont plutôt en avance dans la réalité des critères ESG, ISR, dans la gestion des immeubles par rapport à d'autres métiers. Et de la même façon, on peut penser, enfin c'est un peu ce que j'observe, mais on l'observe aussi dans certains autres pays, c'est que les fonds d'investissement sont eux aussi en avance sur l'ESG au sens large pour les sujets délicats comme les personnes âgées. Donc finalement, le scandale Orpea doit être remis dans un cadre plus large et c'est un très bon avertissement qui va permettre d'aller encore plus dans la bonne direction. Est-ce que vous opérez, Jérôme, une sélection des locataires sur d'autres bases que des critères financiers? Oui, complètement dans la base de la notation des critères ESG, donc dans la dimension S et sociétale de notre investissement, on s'attache à avoir des questions sur l'exploitation qui est faite dans les lieux. Donc encore une fois, le rôle au bout d'un moment du propriétaire des murs et la responsabilité qu'il a sur les agissements de son locataire reste limitée. On peut avoir des sociétés dans des immeubles de bureaux qui sont pris dans des scandales de mœurs également, et il n'y a pas toute la profession de bureau qui est à questionner pour autant. Ça, c'est le premier point. Mais effectivement, nous, dans la sélection par exemple, on va prendre les résidences seniors. On a aujourd'hui un retour, il y a des normes sur les bonnes pratiques, etc., pour avoir une qualité qui est donnée aux résidents. Effectivement, ça ferait partie des critères qu'on regarde dans les investissements. Olivier, vous avez rappelé l'importance de la diversification. Vous n'avez pas été le seul. Guy vous a appuyé là-dessus. Diversification du patrimoine immobilier. Quelle pondération consacrer à chaque segment, finalement ? Entre l'immobilier d'entreprise, oui. Moi je crois qu'il faut du bureau, il faut de la santé, il faut de l'hôtellerie aussi, ne serait-ce que parce qu'on a notamment une SCPI hôtelière
qui a des baux de très long terme. La durée moyenne des baux de notre SCPI, elle est de plus de 16 ans. Donc là aussi, c'est une bonne protection pour le rendement futur. Et je dirais aussi une petite dose de résidentiel. On a une SCPI qui est assez intéressante, qui s'appelle Kianos-Pierre, qui a comme particularité d'acheter des biens qui sont, on va la faire courte, des passoires énergétiques, de faire systématiquement des travaux pour améliorer la performance énergétique de l'appartement ou de la maison ou du bâtiment qui est acheté. Donc ça veut dire que à travers cet investissement, on concourt aussi à une amélioration globale du parc. Donc voilà, je dirais à minima, on va dire une répartition entre 3-4 classes d'actifs. Et puis après, ça dépend aussi, je vous l'ai dit, de la tranche marginale d'imposition, de la manière dont vous allez la financer, en cash ou à crédit, et puis aussi des préférences personnelles que vous pouvez avoir sur certaines zones d'investissement. Alors on a une question très précise qui vient de nous arriver. Notre internaute remarque qu'il est maintenant difficile de faire financer des SCPI qui ne seraient pas proposées par les banques elles-mêmes. La Maïf propose-t-elle des solutions de financement? Oui, notre partenaire finance toutes nos SCPI sans apport. Donc vous pouvez financer 100% de votre investissement avec notre partenaire. Question d'importance également. SCPI et risque de perte en capital, dans quelle proportion? Alors, pourquoi est-ce qu'on conseille un investissement de plus de 9 ans? On va me dire c'est de l'immobilier. Mais la vraie réponse, elle est ailleurs. C'est que dans une SCPI, les frais, vous les payez à la sortie. Ça veut dire que vous achetez aujourd'hui une SCPI qui vaut 100. En général, vous avez 7-8% de frais. Mais votre rendement, il est sur la base 100. Quand vous avez 5% de rendement, c'est sur les 100 que vous avez achetés. Donc évidemment, si vous revendez au bout de 3-4 ans, vous payez à ce moment-là les frais. Et il est fort à parier que la hausse du marché n'a pas rattrapé en fait les frais. Donc on se dit, si on attend au moins 10 ans, grosso modo, on va pouvoir à peu près rattraper les frais. Et tout en vous répondant, j'oublie la question de départ. En fait, quel type et à quelle étendue de perte en capital on s'expose finalement? La première, c'est, je dirais, la perte liée à ces frais quand vous revendez. Donc si vous n'avez pas une croissance de la valorisation de votre SCPI, et puis après, si le sous-jacent a baissé, vous risquez une perte complémentaire. J'ai jamais vu depuis 20 ans que je fais ce métier des pertes sur le marché immobilier supérieures à celles que j'ai vues sur le marché action. Donc voilà, en relatif, bien inférieur. Question pour vous, Guy. Est-ce que les prix dans le neuf vont fortement augmenter du fait de la hausse du prix des matières premières? Alors, logiquement, cela devrait. Bon, la pratique du logement est un peu différente. C'est-à-dire que si les matières premières montent, donc normalement, le neuf devrait monter très fort. Sauf que si à ce moment-là, il n'y a plus de clients, les prix ne monteront pas. Et c'est un peu la même chose du côté de l'ancien d'ailleurs. En cas de crise très dure, l'ancien ne baisse pas du tout autant qu'il devrait baisser parce que les vendeurs freinent. On ne vend pas parce que ça baisse. Donc en fait, il y a un mécanisme d'amortissement dans l'immobilier qui est assez important. Alors le risque, c'est que si les matières premières montent trop fort, on risque d'avoir des problèmes chez les promoteurs qui, eux, c'est toute une profession, qui, eux, ne pourront plus vendre à un prix rentable et on risque d'avoir le secteur de la promotion qui se dégrade et ça crée d'autres problèmes, notamment on revient vers la rareté, etc. Rien n'est simple dans le logement. Je pense qu'aujourd'hui, demain, les investissements de type Pinel risquent de souffrir, ou même des investissements de type de Normandie, parce que sur ces investissements-là, on a déjà des rendements qui sont très faibles. Souvent, le rendement réel, quand on regarde tout, il est souvent inférieur à 2%. Là, il y a un potentiel de hausse des loyers qui est beaucoup plus faible que le risque de hausse des prix. Et donc, ce qui risque de se passer, c'est une dégradation du rendement sur ce type d'investissement. Bien.
Je crois que nous avons fait le tour de la question pour ce soir. Si je dois résumer, c'est un marché fragmenté que le marché immobilier. Il faut avoir ça en tête. Il faut diversifier, c'est le maître mot, diversifier. Et pourquoi pas s'exposer à l'immobilier de santé, puisqu'il est un peu décorrélé du cycle économique et dans la période actuelle qui peut être agitée, eh bien, c'est tout de même appréciable. Et puis, bon, si on investit pour le long terme, l'immobilier, c'est tout de même un placement à considérer. Et en tout cas, c'est beaucoup moins agité que la bourse. On peut le résumer ainsi. Si vous souhaitez voir cette émission en replay, puisque vous pouvez désirer la regarder à nouveau pour évidemment méditer un peu tout ce qui a été dit, eh bien, le replay sera disponible dans quelques jours. Et puis, si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, vous pouvez toujours prendre contact avec un conseiller sur maif.fr. C'est bien ça, Olivier? Je parle sous votre contrôle. Vous avez très bien résumé, Vincent. Messieurs, merci beaucoup et merci à vous de nous avoir suivis. Merci. Merci beaucoup. Vincent.